Les classiques, il paraît que ça fait peur. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quelque temps sur Instagram, j'ai posé la question de savoir si vous aviez des envies, des idées de vidéos. Et plusieurs personnes m'ont proposé de faire une vidéo autour de ce qu'on appelle les classiques en général. Et comment peut-on faire pour se les réapproprier? Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui soit ont un petit peu peur, soit un petit peu impressionnées par le mot classique, soit ne savent juste pas par quel bout s'y prendre, ce que je peux totalement concevoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 classiques absolument incontournables avec des très grands auteurs et en même temps très accessibles. Et puis à la fin, je vous parlerai d'un 7e livre qu'on peut presque considérer aujourd'hui comme un classique et qui est super facile à lire. Et on commence avec Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, publié en 1829. Ce livre, plus qu'un roman, même si c'est un roman, est surtout un plaidoyer contre la peine de mort. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, celle où je parlais de Victor Hugo et de 10 petits points le concernant, Victor Hugo a été confronté très jeune à la mort, à la peine de mort, et aux différentes façons qu'ont les humains de s'entretuer, et il en est ressorti choqué dès enfant. Et le combat contre la peine de mort a été vraiment le combat politique de sa vie. Mais pour autant, Le dernier jour d'un condamné est un livre qui se lit tout seul. Il n'est nul besoin d'avoir des connaissances politiques, d'avoir même des engagements ou des idéaux. On peut le lire de la façon la plus simple, parce que Victor Hugo nous raconte juste une histoire, celle d'un condamné à mort. Et nous suivons pendant 24 heures, donc le dernier jour d'un condamné. Ce qui est assez étonnant dans ce roman, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de cet homme, on n'a pas son nom, on ne sait pas non plus pourquoi est-ce qu'il est en prison, on sait juste parce que dans ses pensées, il le dit qu'il a commis un crime de sang, qu'il a fait verser le sang très exactement, mais on ne sait pas quoi. Et vous avez pendant 24 heures les pérégrinations intellectuelles, le retour sur son histoire de cet homme, comme un journal intime, et du fait d'être en permanence en focalisation interne dans les pensées de cet homme, ça nous le rend très attachant, et forcément le lecteur est en empathie avec ce personnage. Pendant ces 24 heures, on entend aussi les supplications du condamné et sa relation à la prison, sa relation au corps, et tout ce qu'implique d'être enfermé, d'être maltraité, la faim, le froid. Faut pas oublier qu'on est au 19e siècle, que c'est une prison rude et que les conditions, évidemment, de détention sont extrêmement difficiles. Donc vous avez en même temps le discours de l'homme dans le présent de ce qu'il subit, et puis tous ces retours en arrière, toutes ces pensées qui vont et qui viennent. Quand Victor Hugo a fait lire ce roman qui est très court, hein, de toute façon tous les romans que je vais vous présenter sont essentiellement courts, lorsqu'il l'a fait lire, beaucoup de gens ont été intéressés par son texte, mais ce qui lui était reproché, c'est d'être justement de ne pas donner corps à son texte en donnant vie à un personnage. Beaucoup de personnes lui ont dit il faut lui donner un nom, il faut expliquer ce qu'il a fait, il faut expliquer le pourquoi. Et Victor Hugo, il dit tout le temps non. Non, parce que moi, ce que je veux, c'est que ce soit totalement universel. Je veux que chaque personne puisse se reconnaître. Il dit là, je ne veux pas que quelqu'un puisse lire le roman et se dire « Oui, c'est vrai, lui, il ne mérite pas la peine de mort, mais un autre si ». Non, l'idée, c'est que c'est universel, que la peine de mort, c'est quelque chose de négatif pour Victor Hugo, et que le fait de ne pas nommer, de ne pas donner d'informations supplémentaires, ça rend son discours plus fort, plus militant, plus politique. Alors, évidemment, quand on se dit ça, on se dit que ça peut être un livre un peu ennuyeux, en plus il se passe rien, on est tout le temps dans la tête d'un homme, et puis peut-être qu'on s'en fiche totalement de la peine de mort ou de la politique. Eh bien vraiment, je vous invite à lire ce livre quand même, d'abord parce que vous allez découvrir l'écriture de Victor Hugo. Si vous n'avez jamais lu Victor Hugo, en 100 pages, vous avez ce qu'est son écriture, son phrasé. C'est une bonne porte d'entrée pour découvrir son écriture. C'est quelqu'un qui a la réputation d'écrire très bien, de beaucoup travailler ses phrases, ses textes, donc il peut être impressionnant. Et puis, peut-être qu'on n'est pas obligé de se réveiller un matin en se disant que je vais lire Les Misérables, qui fait quand même 1200 pages. Voilà, donc vous avez l'opportunité avec ce roman de découvrir cette langue, de découvrir une partie de ce qu'est l'homme aussi dans son militantisme, et c'est vraiment un livre en plus qui est très facile à lire et qui se lit tout seul.
Le livre dont on va parler maintenant est un livre extrêmement connu, mais que vous n'avez peut-être pas lu. Il s'agit du Horla de Guy de Maupassant. Le Horla est paru en 1886, et après Victor Hugo, non pas du tout, Victor Hugo, Guy de Maupassant a écrit plusieurs versions de ce même texte. Moi, je conseille toujours de lire la version 2, celle qui ressemble à un journal intime. C'est vraiment la version la plus intéressante. Mais en tout cas, c'est rigolo de voir comment, d'un seul texte, on peut décliner plusieurs versions d'écriture. Alors voilà, pareil que précédemment, et je pourrais vous dire ça à chaque fois, si vous n'avez jamais lu Maupassant, que vous avez envie de voir sa langue, son originalité et son modernisme, le Horla, c'est vraiment un texte pour ça. Alors, de quoi nous parle le Horla? Il s'agit de la déchéance progressive d'un homme qui se sent attaqué par le Horla, qui est une sorte de figure fantomatique dont on ne sait pas, nous lecteurs, si elle est réelle ou si elle est dans le cerveau, si elle est une projection de l'homme. Et il y a une extraordinaire montée d'angoisse, aussi bien en parallèle, on va dire, du personnage que le lecteur. C'est extrêmement bien fait. Je suis absolument convaincue que Stephen King a dû lire ce livre. Il utilise souvent cette méthode de distiller des petites informations, des toutes petites choses, et sans que vous vous en rendiez compte, dans votre cerveau, au bout d'un moment, ça fait une espèce d'empilement, et vous commencez à vous dire « je suis pas très à l'aise ». Et bien c'est ça. Et franchement, c'était hyper moderne pour l'époque. En plus, à l'époque, Maupassant était malade, il avait la syphilis, et donc il avait des troubles psychiatriques, et on peut supposer que dans son idée, le personnage principal était quelqu'un de malade. Donc on ne sait pas très bien ce qu'il a voulu dire, mais c'est très intéressant. Parce qu'on flirte avec quelque chose qui pourrait être réel, la maladie, mais aussi quelque chose de totalement fantastique. Et vous avez avec ce roman une des premières incursions dans le fantastique, c'est assez bien fait. Le Horla, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. On ne sait même pas d'où vient le mot. C'est un mot qui a été inventé par Maupassant. Alors on a fait plusieurs suppositions. La plus simple étant de dire que hors là, c'est en dehors de là, en dehors de soi. Voilà, parce que ce serait quelque chose qui nous hante et qu'il faut absolument extirper de son corps. En fait, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que l'écriture est très juste, très claire, très précise, très pointue. Et c'est ça qui fait de ce texte, alors je dis pas roman parce que c'est trop court pour un roman, c'est une nouvelle, mais qui fait de ce texte quelque chose de très moderne. C'est plus moderne que ses contemporains. Maupassant était très fort pour ça, mais le Horla est particulièrement intéressant. Et si vous avez envie de découvrir la plume de Maupassant, c'est peut-être une porte d'entrée. Et si vous avez envie de découvrir le fantastique parce que vous n'êtes pas lecteur de fantastique, parce que vous n'aimez pas ça pour des raisons X ou Y, ce que je peux concevoir, ça peut être quand même sympa de défleurer un petit peu cet univers à travers ce texte très court qui fait 80 pages, qui se lit tout seul et qui est absolument palpitant parce qu'il n'est pas que fantastique, parce qu'il peut être lu aussi comme une approche de la maladie. Moi, c'est un livre que j'avais lu quand j'étais au lycée. Je pense que dès 16 ans, tout le monde peut le lire, même peut-être avant. Et c'est un livre qu'il faut avoir lu parce que c'est vraiment un texte étonnant et impressionnant. Et pour le roman suivant, on passe en 1937 et on va parler de Des souris et des hommes de Steinbeck. Alors, avant de vous parler plus du roman, je vais vous avouer une chose qui est importante à savoir. C'est un des romans qui m'a le plus fait pleurer. C'est un roman qui est d'une force humaine comme j'en ai rarement lu. Et j'ai pleuré à la lecture de ce roman. Vous savez, c'est une sorte de catharsis. Vous lisez ce livre et vous avez toutes vos émotions qui sortent. Et si vous pleurez pas, vous avez le cri intérieur. C'est vraiment un roman incroyable. Avec Les raisins de la colère, Des souris et des hommes est sans doute le roman le plus connu de Steinbeck et aussi le plus lu, le plus étudié. Alors, de quoi nous parle ce roman? C'est l'histoire de deux hommes, Georges et Lenny. Georges est petit, Georges est malin, et il a grandi avec Lenny, qui est une armoire à glace, une espèce de grand bonhomme, un peu bené, un peu beaucoup. Et ils traversent le pays dans les années 30, et ils vont de ferme en ferme, contre de l'argent ou contre le coucher et le repas, ils aident à la ferme, ils aident aux moissons, voilà, et on suit leur parcours dans ce roman.
Et Lenny a une particularité, c'est qu'il adore toucher les choses douces. Il adore toucher les petits chats, les petits lapins, les petites souris. Il adore caresser tout ce qui est doux. Leur rêve à ces deux hommes, c'est le rêve américain ultime, c'est de posséder leur propre ferme, leur propre exploitation, et ils parcourent les États-Unis en essayant de se faire de l'argent pour arriver à réaliser leur rêve. Bien évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, ce titre des souris et des hommes, il est bien sûr lié au fait que Lenny adore caresser des petites choses toutes douces comme les souris, mais c'est aussi lié à un texte, je vais vous lire le titre exact parce que je ne l'ai pas retenu. C'est un vers de Robert Burns qui dit... Alors, je ne vais pas vous le dire en anglais. J'ai failli me lancer en anglais, mais non, je vais vous le dire en français. « Les plans les mieux conçus des souris et des hommes, souvent, ne se réalisent pas. » Donc, en fait, le titre est prophétique. L'aventure de Lenny et de George, leur rêve ne se réalisera pas et l'aventure va mal tourner. Ce texte est très très bien construit, il est construit en 5 parties, qu'on peut considérer comme 5 actes. D'ailleurs, Steinbeck en a fait une pièce de théâtre, parce que sa construction narrative le lui permettait, parce qu'on suit très peu de tableaux, on suit toujours les mêmes personnages, c'était assez facile. Et la narration est vraiment très linéaire, très simple, et ça permettait cette mise en scène au théâtre. Et cette écriture, cette façon de raconter une histoire en partie et de façon simple, d'un côté, c'est revenir à la littérature classique, aux textes plus anciens, ce découpage, et en même temps, c'est très moderne. C'est très moderne d'oser cette simplicité, d'oser ce court texte pour raconter cette histoire qui est une force incroyable, une histoire qu'il aurait pu développer en 600 pages, mais non. Il a su juste mettre le bon dosage de mots, le bon dosage de ce qu'il faut pour en faire le texte incroyable que c'est et que je vous invite vraiment à lire. Voilà, pour finir, je voudrais juste vous dire que ce texte, oui, c'est un plaidoyer économique, un plaidoyer politique. On vous parle de la vie aux États-Unis, dans les années 30, mais on vous parle aussi des hommes, tout simplement, d'humanité. Et c'est ça qui fait de ce texte un texte aussi fort et inoubliable. Petite info complémentaire, Steinbeck a obtenu le prix Nobel de littérature en 1962. Donc, un prix Nobel facile à lire, ne nous privons pas. Et le livre suivant est paru en 1942, et ce n'est pas anodin, il s'agit du Silence de la mer de Vercors. Ce texte a été publié clandestinement en 1942, en pleine guerre mondiale, et il aborde des thèmes aussi simples que la guerre et la paix. Le Silence de la mer, c'est l'histoire d'une famille, un père, non c'est l'oncle, un oncle et sa nièce, pardon, qui doivent loger un officier allemand pendant la guerre. Et leur façon de faire leur rébellion, de dire que non seulement ils ne veulent pas l'accueillir, mais aussi que cette guerre, tout ce qui se passe les rend dingues, j'allais dire, c'est de se murer dans le silence. Oui, l'Allemand est là, oui, ils lui laisseront de la place, oui, ils l'accueilleront, le nourriront, mais jamais ils ne lui adresseront la parole. Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que les 3 personnages sont vraiment atypiques et ne sont pas des marionnettes classiques de ce qu'on peut voir dans les histoires de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, le nazi n'est pas un nazi, comment dire, j'allais dire classique, un nazi un peu cliché. Pas du tout. C'est vraiment un homme intéressant, il est cultivé, il est brillant, il se pose plein de questions, il pose plein de questions, il est très intéressé par tout. Et même dans sa façon de voir l'idéologie, il y a une espèce de naïveté touchante. Il y croit, mais il y croit comme un rêve. Et ça rend le personnage vraiment étonnant parce que parfois attachant. Donc évidemment, s'attacher à un nazi, c'est extrêmement perturbant. Et vraiment, c'est une des forces du roman, c'est que Vercors décrit un nazi comme on en voit peu. Et puis en face, vous avez la nièce. Alors la nièce, elle est murée dans son silence, c'est sa rébellion à elle. La nièce, elle symbolise la révolte. Elle est vraiment celle par qui passe
toute la révolte, La déesse, elle symbolise la France fière. Elle symbolise la victoire que l'on veut voir venir. Voilà, c'est quasiment la liberté guidant le monde. Voilà, c'est vraiment par cette femme que passe l'idée de bataille, de se battre. Et même si pour se battre modestement, il s'agit juste de se murer dans le silence. Et enfin, il y a l'oncle. L'oncle, c'est un personnage très intéressant parce que c'est le narrateur de l'histoire. L'oncle, il nous décrit tout. Nous sommes dans sa tête, nous sommes en focalisation interne. Donc forcément, tout ce qui est décrit est biaisé, est vu à travers le prisme des yeux de l'oncle. Donc ça change la donne. C'est vraiment un personnage très intéressant. Ça pourrait être le personnage principal. Paradoxalement, ça ne l'est pas parce que c'est quelqu'un d'assez passif. Lui, il est là pour raconter. L'action, elle se passe à travers la relation entre la nièce et le nazi. Ce qui est beau dans ce texte, c'est que Vercors a réussi à créer un personnage principal, le nazi, qui est à la fois le héros et l'anti-héros. Et ça, c'est génial. Et puis, c'est un texte court, un texte qui se lit bien, qui se lit facilement. Vous le commencez, vous le terminez. Franchement, lisez-le. Le livre suivant est publié en 1943 à titre posthume et il s'agit du Joueur d'échecs de Stefan Zweig. Oui, cette œuvre très courte est le dernier livre écrit par Stefan Zweig, juste avant qu'il ne se suicide. À l'époque, il était au Brésil. Et voilà, c'est vraiment le texte qui a terminé sa carrière d'écrivain. C'est aussi un de ses textes les plus connus. C'est un texte qui est assez original parce que il y a un récit cadre et à l'intérieur de ce récit, vous avez enchâssé en forme de mise en abîme 2 autres récits. Et c'est ça qui rend cette façon d'écrire si originale et qui fait que on aime beaucoup généralement lire ce texte. Je ne connais personne qui a lu Le Joueur d'échecs et qui ne l'a pas aimé. C'est vraiment un texte d'une grande originalité, hyper bien écrit et humainement très touchant. Alors, quelle est l'histoire ? Nous sommes sur un paquebot allant de New York à Buenos Aires et vous avez sur ce paquebot 2 joueurs d'échecs. Le champion en titre, qui est un tacticien redoutable et un homme d'origine très modeste. Et en face, un aristocrate autrichien à l'histoire très particulière. Il n'a pu jouer aux échecs que dans sa tête, puisqu'il était enfermé dans les geôles du nazisme. C'est vraiment un chef-d'œuvre de la tension psychologique que l'on peut ressentir, nous lecteurs, que Stefan Zweig a su rendre, parce qu'il nous décrit parfaitement bien les mécanismes de la folie qui peut nous atteindre lorsqu'on subit l'isolement, l'enfermement, et que parfois, heureusement que notre cerveau nous permet, comme c'est le cas du personnage principal, de voir une activité intellectuelle comme le jeu d'échecs pour pouvoir s'évader, sinon c'est la folie qui nous guette. Et d'ailleurs, ça me rappelle que je vous ai parlé récemment du jeu de la dame, et on est encore dans ce même mécanisme du cerveau qui joue aux échecs pour se sauver de quelque chose. Alors, les personnages sont hyper forts, hyper intéressants, étonnamment bien décrits vu la brièveté du texte. Et puis le narrateur qui nous raconte l'histoire est vraiment un personnage à part entière, et ça en fait une construction vraiment très intéressante. Pour l'auteur, le jeu d'échecs, c'est aussi une démonstration de l'addiction au jeu. Pour lui, c'est négatif. On peut facilement tomber dans la folie si on se plonge et qu'on va trop loin dans sa passion, surtout si c'est une passion aussi dévorante que le jeu en général. En plus, dans les parties, le narrateur prend le temps d'expliquer des choses et du coup, il y a une espèce de montée de quelque chose d'assez anxiogène. C'est assez difficile à décrire, mais si vous n'avez jamais lu Le Joueur d'échecs, lisez-le, vous allez être surpris de ce qu'un auteur est capable de faire ressentir à son lecteur en peu de mots, en peu de phrases, en peu de pages. Et enfin, pour le dernier classique que je voulais vous présenter, il est sorti en 1952 et il s'agit du Vieil homme et la mer d'Hemingway. Et là encore, fait du hasard, il s'agit de la dernière fiction écrite par le romancier avant son décès, et c'est sans doute un de ses textes, si pas son texte le plus connu et le plus étudié. De quoi nous parle ce texte ? C'est très simple.
Santiago, un vieux pêcheur à qui la vie n'a jamais fait de cadeau, comme un baroud d'honneur, veut absolument trouver du poisson et s'avance grandement dans le Gulf Stream et se trouve face à un marlin, pardon, j'allais dire un marsouin, n'importe quoi, un marlin. Alors il y a des traductions qui disent que c'est un espadon, merci chérie, qui disent que c'est un espadon, mais en fait c'est pas un espadon, c'est une erreur de traduction, c'est bien un marlin. Et donc face à ce gros poisson, vous allez passer tout le roman de la lutte entre cet homme et ce poisson. Alors, dit comme ça peut paraître un petit peu casse-pied, on se dit, bah super, hein, 150 pages sur cette thématique, c'est long. Pas du tout. C'est extraordinairement bref, c'est passionnant, c'est vraiment la rencontre entre l'homme qui veut se battre et la nature, c'est magnifique. Cet ouvrage est tellement magnifique, tellement extraordinaire et hors norme, qu'il lui a valu en même temps le Pulitzer et le Nobel. Ah bah oui, hein, tant qu'à faire les choses, autant les faire bien. Donc là, on est quand même dans le top niveau. Après, pour l'analyse du roman, c'est toujours un petit peu compliqué a posteriori de se dire il a voulu dire ça, il a voulu dire ça. On ne sait pas exactement ce qu'il a voulu dire, à part qu'Hemingway lui-même a dit que ce qu'il voulait raconter, c'est l'histoire d'un type qui pêche. Voilà. Donc, je pense qu'Ernest Hemingway voulait aller au-delà, mais lorsqu'il en parlait, il disait « Moi, j'ai eu cette aventure-là, je suis allé pêcher, j'ai rencontré ces hommes-là, et j'avais envie de raconter cette histoire de pêcheur, cette histoire juste de la rencontre entre un homme et son futur. C'est-à-dire, est-ce qu'il va réussir à attraper du poisson pour pouvoir faire vivre sa famille? C'est tout. Après, vous avez le droit d'aller un petit peu plus loin et de vous dire que ça peut être aussi plein de choses. Et peut-être, pour quelqu'un comme Hemingway qui ne voulait pas vieillir, le rapport de l'homme à sa propre vie, et quand on sait qu'Hemingway s'est suicidé, voilà, c'était aussi une façon de se dire, peut-être que l'homme face à sa propre vie, face à son destin, et le destin, bah, c'est le poisson, et qu'est-ce qu'on fait, comment on se bat, et est-ce qu'on va jusqu'au bout ou pas. Et une des phrases du roman dit « Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu ». Et une fois encore, c'est un roman que je vous présente qui est très très court et qui fait la démonstration que ce n'est pas la peine de faire de la surenchère, que ce n'est pas la peine de mettre moult pages pour raconter quelque chose. En 150 pages, Hemingway vous raconte tout, vous raconte l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. C'est un monument de la littérature. Lisez ce roman, il est vraiment extraordinaire. Et dans tous les romans que je vous ai présentés, le point commun, c'est toujours le même, c'est que ce sont des romans courts qui vous permettent de découvrir la langue d'un auteur, qui vous donnent une porte d'entrée face à cette littérature classique, mais qui en même temps ne vous impliquent pas à devoir lire un roman de 600, 800 ou 1000 pages. Comme ça, vous savez si vous aimez le style de l'auteur, vous savez si vous partagez ses convictions philosophiques, politiques, sociales, son regard sur le monde. Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Est-ce que j'ai envie de lire plus de cet auteur? Voilà, ces livres-là vous permettront de découvrir ce monde-là. Allez, petit cadeau bonus, la question se pose souvent, et je la comprends, de savoir c'est quoi un classique? Bah oui, à quel moment est-ce qu'un livre devient un classique? Est-ce qu'au XXe siècle tout est classique, puisqu'on est au XXIe siècle? Je ne sais pas. Et pourtant, il y a des textes dont on sait déjà qu'ils vont devenir classiques. Et c'est le cas du texte dont je vais vous parler maintenant. Il est sorti en 1985, donc moi, j'étais née. Déjà, pour moi, ça m'embête de dire qu'un classique, j'étais née. Et il s'agit du Parfum de Souskind. Alors, c'est un roman qui a connu un très grand succès dès sa sortie, et qui nous parle de quoi? Qui nous parle de Jean-Baptiste Grenouille, un homme atypique avec un odorat extrêmement développé, un sens olfactif absolument incroyable, et on va suivre cet homme de sa naissance à sa mort. Alors on est au XVIIIe siècle, à Paris, puis dans le sud de la France, vers Grasse, etc., là où on fait les parfums, et on va suivre le chemin de vie de cet homme qui veut créer l'odeur ultime. Sauf que pour ce faire, pour créer l'odeur, il doit tuer des jeunes filles vierges et très belles. Oui, alors bon, Jean-Baptiste Grenouille, on est d'accord, il est complètement taré. Et à la lecture de ce texte, on est perturbé. C'est un texte qui est pétri d'odeurs, mais aussi de couleurs, de noirceur, mais aussi de rousseur. C'est un texte qui est extrêmement violent et qui est pourtant absolument sublime.
Si ce texte a connu ce succès mondial, a été traduit autant de fois, qu'il y a eu un film de fait, c'est qu'il y a une raison, c'est que ce texte est inoubliable quand vous commencez à le lire. C'est, j'en suis certaine, un texte qui deviendra classique. Dans son roman, qui n'est pas du tout un roman, dans son essai Comme un roman, Pénac raconte que il le lit le début d'un roman à des élèves qui n'aiment pas lire, et les élèves sont tellement happés qu'ils lui donnent la suite. Et à ce moment-là, Pénac dit « Ah ben non, moi je vous lirai pas la suite, débrouillez-vous ». Et bon nombre d'élèves ont été obligés de lire la suite parce qu'ils étaient extrêmement intrigués. Et ce roman, c'est Le Parfum. Le Parfum, c'est un texte inoubliable, un texte de folie. Voilà, c'était pour mes petites idées de lecture du moment. J'espère que ça vous aura plu et que ça répondra à la demande de certains qui m'avaient proposé de faire cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à me dire si vous avez d'autres idées de portes d'entrée dans la littérature, de textes qui vous semblent faciles d'accès. Et puis, comme j'ai bien aimé préparer cette vidéo, peut-être que j'en ferai d'autres. Voilà, à très bientôt. Pourtant, moi j'avais peur, avec son histoire de verre d'eau et de verre de lait, là. Oh là là, j'avais peur. Comment tu savais que c'était un espadon? Parce que toi, t'as lu une vieille version où c'était l'espadon, moi aussi. C'est bien possible. Moi, j'ai je ne sais plus.